7h46 sur BFM Business et sur AMC Live. Notre invitée ce matin, c'est Christelle Hedman. Bonjour, vous êtes la directrice générale d'Orange. Vous venez de présenter vos résultats et votre plan stratégique. On le disait il y a quelques instants avec Anthony Morel. Très apprécié en bourse, le titre a pris 7%. Vous êtes un record sur le titre, un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars et un EBITDA à 12 milliards d'euros. Je ne sais pas pourquoi je vous mets en dollars, en euros pour tout ça, en hausse de 3,8% sur un an. Ce qu'on voit dans vos résultats, c'est que désormais, en France et en Europe, on fait peu de croissance, que la croissance, elle va venir d'Afrique et du Moyen-Orient. 90% des nouveaux abonnés viennent de là. C'est désormais votre relais stratégique. C'est vrai qu'on est en Afrique sur un continent avec une démographie et qu'en Afrique, on a gagné en moyenne 1 million de clients par mois. L'année dernière. Alors on fait de la croissance aussi en Europe, mais dans un marché beaucoup plus mature et donc avec moins de volume en croissance. Par contre, on accélère sur beaucoup de secteurs, en particulier la cybersécurité. Et puis on a fait des mouvements stratégiques forts en Espagne. Ouais. Et donc l'Espagne, pour nous, est désormais un gros moteur de croissance pour le groupe. Alors je reviens d'abord sur les entreprises avec ce segment sur lequel vous voulez accélérer, le segment Orange Business, sur la confiance, sur les cyberattaques, sur ce que vous pouvez apporter de service aux entreprises. C'est quoi le rôle d'Orange là-dedans ? On se rend compte, et alors avec l'intelligence artificielle ça s'accélère, on se rend compte qu'on vit dans un monde qui est fait de beaucoup de complexité, de la géopolitique aux enjeux de l'IA, et on veut mettre la confiance au cœur de notre relation avec les clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ce que l'IA permet d'accélérer dans les attaques cyber pour les entreprises, mais aussi pour la fraude aux particuliers, pour l'usurpation d'identité, donc il y a tout un domaine, et nous évidemment, par nos réseaux, par notre relation de confiance avec les clients, on veut accompagner. Alors dans le monde des entreprises, que ce soit les grandes entreprises ou de plus en plus les plus petites entreprises, on a des solutions qui sont là pour prévenir, mais aussi, quand ça arrive, pour réparer et puis repermettre aux entreprises de rebondir. Mais à travers le réseau, c'est-à-dire dans le réseau, on va pouvoir détecter la fraude. Alors c'est le réseau, c'est des systèmes qui peuvent être embarqués dans le réseau, puis c'est de la détection rapide, et puis par nos réseaux, on peut voir évoluer les menaces, c'est-à-dire que on détecte en permanence, on bloque en permanence des attaques. Tous les jours, nos réseaux sont attaqués, on en bloque en permanence, et puis parfois, les attaques, elles arrivent parce qu'il y a une erreur d'un utilisateur dans une entreprise, et donc c'est dans ces cas-là où il faut avoir des systèmes de détection, parce que quand une attaque arrive, l'enjeu, c'est la vitesse de réponse. Plus vous répondez vite, plus vous bloquez la propagation d'une attaque, plus vous permettez de la réparer rapidement. Mais et toutes les entreprises sont attaquées en permanence. Donc les entreprises et les particuliers. Les entreprises, les administrations, les hôpitaux, les particuliers. Alors les particuliers moins, parce que les particuliers, c'est plutôt de la fraude, tous les enjeux de fraude pour essayer de récupérer les données, alors évidemment de cartes bancaires, les données de particuliers, parce que derrière, c'est plutôt de la fraude pour aller faire de l'arnaque et des paiements avec vos coordonnées. Vous pensez que demain, on pourrait choisir Orange ou un concurrent en fonction de la confiance globale que m'apporte l'opérateur, plutôt par exemple qu'uniquement la question du prix ou d'un autre service, c'est-à-dire que ça pourrait devenir une donnée importante? Absolument. Et alors la confiance, c'est pas que lié aux attaques cyber, c'est aussi, on vit dans un monde où il y a des ruptures, on en parle, c'est l'actualité, les inondations, les tempêtes, le changement climatique accélère, et donc c'est aussi la confiance dans la résilience de votre service. Avoir un service dont vous savez que s'il y a un pépin, on est là. Et donc ça, c'est évidemment la force d'un opérateur comme Orange, qui a la grande maîtrise de toutes ces infrastructures, que ce soit les câbles sous-marins, les tours télécoms ou le réseau de fibres, et qui a évidemment l'humain au centre et les capacités à venir réparer et rétablir votre service avec des solutions de backup, évidemment. Vous avez donc présenté votre plan stratégique pour 2028. Alors, c'est pas facile d'écrire un plan stratégique quand au milieu, on a une opération comme SFR qui potentiellement change la taille de l'opérateur et change beaucoup de choses. On en est où aujourd'hui? Il y a des négociations en cours, peut-être une offre rehaussée autour de 20 milliards. Est-ce que ce montant est exact? Est-ce que c'est votre dernier mot? On en est où? Alors d'abord, quand on écrit un plan stratégique, on ne prend jamais en compte des choses qui ne sont pas certaines ou qu'on ne maîtrise pas. Donc le plan stratégique, il n'inclut absolument pas. Et à ce stade, on a effectivement des discussions, mais il n'y a aucune certitude qu'on trouve un accord. Il n'y a pas d'accord ni sur le prix, ni sur la forme que pourrait prendre
une opération comme celle-là, qui est évidemment une opération d'ampleur, hein, puisque SFR est un acteur majeur sur le marché français. Mais stratégiquement pour vous, reprendre une partie des SFR, alors que vous nous disiez il y a quelques instants que le marché français et européen, il est quasiment saturé, qu'est-ce que ça changerait ? D'abord, c'est essentiel parce qu'on est convaincu, et je suis convaincu, qu'il y a besoin de consolidation dans les télécoms en Europe. On est dans des marchés matures, on est dans un monde du numérique où la taille critique... Et vous êtes trop nombreux. La taille critique compte. L'Europe est une exception dans le monde. Les États-Unis, l'Inde, la Chine ont moins d'opérateurs que la moitié du continent européen. Donc on a un problème de taille critique pour peser dans des discussions qui imposent dans notre métier de travailler avec les grands acteurs de la tech. Et donc on a besoin de taille critique. Et puis évidemment, la France, c'est notre premier marché pour Orange. Et donc SFR, on parle de 20 millions de clients en France. Donc c'est évidemment un acteur colossal et dans lequel on a la capacité à récupérer une partie évidemment des actifs d'SFR. 44 opérateurs mobiles en Europe contre 8 aux États-Unis, 4 en Chine. Donc on comprend effectivement très bien l'enjeu. En Inde, donc voilà. Donc on voit bien qu'il faut se consolider. Vous avez dit hier dans le Financial Times, aujourd'hui il n'existe aucune incitation à investir en Europe. Lors du séminaire d'Aldon Bison, c'était la semaine dernière, Ursula von der Leyen a spécifiquement parlé du secteur des télécoms. Elle le cite comme exemple justement d'ouverture où il faut changer les choses, déréglementer pour construire des champions européens. Est-ce que ça vous donne l'espoir d'une évolution de la réglementation européenne ? L'espoir, je ne sais pas, c'est un message que nous on porte depuis maintenant plusieurs années, ce besoin de moderniser la régulation. La régulation dans les télécoms, elle a été faite il y a 20 ans, au moment où on ouvrait à la concurrence. Aujourd'hui, on est passé à la fibre, on parle de 5G, il y a beaucoup d'opérateurs, donc on n'est plus dans ce monde des anciens monopoles où on doit ouvrir à la concurrence. Donc il faut moderniser la régulation, il faut simplifier. C'est vrai pour les télécoms, c'est vrai pour toutes les entreprises. Simplifier les régulations qui sont des empilements de régulations entre évidemment les régulations nationales et puis les régulations à Bruxelles. Et puis les enjeux de consolidation, permettre à des champions d'émerger et puis bénéficier de la taille critique du continent européen. On est un marché de 450 millions de consommateurs en Europe. On est un marché qui fait rêver le monde entier puisque les Chinois, les Américains veulent faire du business en Europe. Il n'est pas normal que les entreprises européennes puissent pas bénéficier de cette taille critique. Vous avez une session en cours autour de Globecast, ça retransmet des événements comme les Jeux Olympiques ou le Tour de France. Est-ce que c'est un dossier stratégique dans lequel l'État regarde s'il y a des investisseurs étrangers potentiellement ? Comment c'est géré ? Alors sur Globecast, on n'a pas de décision prise, donc ça fait partie de notre processus régulier de passer en revue toutes nos activités, de se poser la question de est-on le meilleur actionnaire pour permettre le développement de l'activité ? Donc c'est vrai qu'on a des réflexions concernant Globecast. Mais c'est pas en vente. En tout cas, il n'y a pas de décision prise à ce stade, mais c'est vrai qu'on a reçu un certain nombre de propositions. On est très vigilant sur les enjeux de souveraineté. On est nous-mêmes un acteur convaincu qu'il y a besoin de souveraineté en Europe. Donc évidemment, on fera les choses en parfait accord avec les décideurs publics. Dernière question de gouvernance. Jacques Aschenbroich voit son mandat s'achever en mai prochain. S'il veut rester, il faut changer les règles à cause de l'âge. Est-ce que vous pourriez, vous, cumuler les deux postes et devenir PDG ? Alors aujourd'hui, la gouvernance d'Orange, avec cette dissociation de la fonction, président du conseil d'administration, directrice générale, elle est vraiment plus forte, elle fonctionne très très bien, et c'est pas moi qui le dis, c'est le conseil d'administration. Et donc, pour moi, il est important de maintenir, et cette dissociation des fonctions, je considère que c'est une vraie force pour l'entreprise, donc je ne suis pas candidate à la présidence du conseil d'administration. Est-ce que vous souhaitez qu'on modifie les règles d'âge pour que Jacques Aschenbroich reste ? Aujourd'hui, on n'a pas pris de décision, le conseil d'administration a lancé un processus, dans quelques semaines, on prendra une décision pour savoir comment effectivement on prépare la suite, mais moi j'exclus pas, enfin voilà, on est dans une gouvernance qui fonctionne très très bien, donc il ne faut pas exclure évidemment de la prolonger. Merci beaucoup Christelle Hedman d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.